Alors, c'est effectivement une initiative qui date maintenant qui a commencé il y a 2 ans et qui va finalement être lancée le 26 avril prochain, c'est-à-dire le premier jour de la semaine européenne de la vaccination. Donc, c'était le moment de vous le présenter. Ouais, donc, ce carnet a été mis en place par une association à but non lucratif qui est le groupe d'études en préventologie. Et donc, comme on parlait de modèle économique hier, je précise dans quel contexte ça s'est fait. C'est une association loi 1901 à but non lucratif qui ne reçoit aucun financement des firmes pharmaceutiques, qui ne comporte aucune publicité. Quand vous irez sur les sites, vous pourrez vous en rendre compte. Et qui est financé par les abonnements de professionnels de santé, étant entendu que tous les services sont complètement gratuits du côté grand public, par l'Union régionale des médecins libéraux d'Aquitaine, donc qui a abonné l'ensemble des médecins libéraux d'Aquitaine. Et donc on est en train de finaliser cette adhésion. Par également l'INPES, dont on a parlé au début de ce cours, et par l'Agence régionale de santé Aquitaine. Voilà. Alors, cette initiative est partie d'un constat, un constat que j'avais été amené à faire dans ma première participation au comité technique des vaccinations. Ce qui m'avait frappé, c'est que finalement, on faisait de très belles recommandations, finalement, qui étaient parfaitement adaptées au groupe à risque, avec beaucoup de finesse, etc. Enfin, plus ces recommandations étaient belles, entre guillemets, et finalement, moins elles étaient appliquées. Et donc, finalement, c'était quand même un petit peu gênant. Et j'ai pris, je crois aussi au début de ce cours, l'exemple de la varicelle, maladie pour laquelle il n'existe pas réellement vaccination pour laquelle il n'existe pas réellement de polémique à l'heure actuelle. Et pourtant, la couverture vaccinale chez les adolescents âgés de 12 à 18 ans et qui n'ont pas eu la varicelle ou qui ont un doute sur leurs antécédents est simplement de 0,5%. Donc là, on arrive évidemment à un extrême, mais pour le méningocoque C, c'est pas terrible non plus. On voit très bien les problèmes pour la grippe. Enfin, on pourrait tout passer en revue. Et ce qui est d'ailleurs encore plus étonnant, c'est que justement, en prenant l'exemple de la grippe, la couverture vaccinale, finalement, elle est encore moins bonne chez les sujets à risque que dans le reste de la population, finalement. Donc c'est quand même assez frappant. D'ailleurs, c'est là où on devrait convaincre le plus facilement les personnes de se faire vacciner, parce qu'il y a un avantage réellement concret. Et c'est là, finalement, on n'y arrive pas non plus. Donc je crois que la raison, c'est qu'en fait, effectivement, il y a cette versatilité des recommandations, puisque ça change tout le temps, tout le monde le dit, tout le monde s'en plaint. Et cette complexité font qu'on ne sait pas trop où en aller. Quand on lit le bulletin épidémiologique hebdomadaire, il faut se reporter à différents alinéas, on ne sait plus trop. Des fois, il y a des changements qui passent inaperçus, qui sont pas. Alors il y a des grands changements qui sont mis en avant dans l'éditorial, mais en fait, quand on regarde bien dans le corps du texte, il y a toujours des modifications par-ci, par-là, des précisions qui sont dans les avis qui ne sont pas reprises dans les BEH. Il y a aussi parfois des contradictions, d'ailleurs, on en a relevé plusieurs. Quand on les corrige, on ne l'annonce pas, on fait les corrections. Et donc, tout ça, effectivement, crée beaucoup, plus à mon avis qu'on ne le pense, de doutes. Et on sait très bien que quand on doute, on préfère s'abstenir. Et ça, c'est vrai aussi bien du côté grand public que du côté, finalement, professionnel de santé. Et j'entendais récemment un médecin qui me disait que lui, il s'était tenu au BEH de 2005, et puis il avait bien appris celui-là, mais il n'en apprenait pas d'autres, parce que sinon, il ne s'en sortait plus. Alors, bien évidemment, tout ça conduit à de mauvaises pratiques. Alors, c'est des mauvaises pratiques. On parle souvent de la bonne utilisation des antibiotiques, par exemple. On ne parle pas de la même manière de la bonne utilisation des vaccins. Pourtant, on devrait le faire. Donc, il y a tout un côté bonne pratique qui devrait être mis en avant. Mais je pense qu'effectivement, si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on a besoin de moyens techniques adaptés. Et c'est un petit peu ça qu'on voulait mettre en place. Alors après, il y a des problèmes aussi spécifiques concernant le carnet de vaccination lui-même. Parce que c'est un carnet qui est souvent perdu ou indisponible. C'est-à-dire que quand le patient en a besoin devant son médecin, souvent il a oublié de l'amener. Et donc ça conduit, c'est l'exemple par exemple du tétanos, à des survaccinations inutiles, donc des effets indésirables, des phénomènes d'Artus, ou à des sous-vaccinations. Bon, les sous-vaccinations étant plutôt dues à ce que j'ai signalé tout à l'heure. Enfin bref, au total, on a
de grandes difficultés à appliquer les recommandations vaccinales. Diapositive suivante. Alors, donc, pour finalement apporter des solutions, nous avons mis en place des outils qu'on peut appeler des outils d'aide à la décision médicale, même si c'est un terme qui convient mieux aux professionnels de santé. Ces outils ont toujours une double interface. Donc on veut s'adresser à la fois au grand public et aux professionnels de santé, mais avec des messages adaptés à chacun des deux publics. Et nous avons commencé par un site de personnalisation des recommandations vaccinales qui s'appelle mesvaccins.net, donc vous pouvez consulter. Ensuite, nous avons été satisfaits du système mis en place et nous l'avons étendu à la médecine des voyages. Alors pas seulement aux vaccinations, mais à l'ensemble des conseils aux voyageurs. Par exemple, la chimioprophylaxie anti-paludique. Ensuite, on a utilisé cet outil pour de la médecine participative avec le site jevoyage.net qui permet à chaque consultant d'un centre de vaccination international de préparer sa consultation de médecine des voyages. Mais bon, je n'en parlerai pas aujourd'hui, parce que nous n'aurons pas le temps. Et l'aboutissement, c'est le carnet de vaccination électronique avec ces deux qualificatifs qui font de ce carnet un outil vraiment original. Donc un carnet intelligent et partagé. Intelligent parce que le système d'aide à la décision médicale est intégré au carnet et partagé parce qu'il est partagé entre le patient et un ou plusieurs professionnels de santé. Diapositive suivante. Et pour ça, nous avons mis en place un système qui est tout à fait innovant et il n'existe pas, à notre connaissance, de système équivalent en France, mais dans d'autres pays également. Les CDC avaient tenté une approche de ce type, mais beaucoup plus rudimentaire et qui ne permet pas du tout la même adaptation et les mêmes fonctionnalités. En fait, tout est basé sur l'existence d'un wiki expert, ce que nous avons appelé nous-mêmes un wiki expert, qui est en fait un collège de spécialistes de différentes disciplines et qui vont rédiger des règles. Donc c'est un rule-based system, mais sans avoir besoin de compétences informatiques. C'est-à-dire qu'il suffit de remplir de manière très simple des formulaires où vous allez avoir, si là j'ai compris, entre telle année, la saison de mars à avril, ainsi de suite. Et si telle condition, alors si la condition n'existe pas, vous allez la créer dans une table des conditions. Donc si telle condition est vraie ou fausse, et on peut comme ça associer différentes conditions. Et ces conditions vont être placées dans des groupes. Et en fait, c'est cet agencement qui va déterminer le questionnaire contextuel en ligne, qu'on propose aussi bien donc au grand public qu'aux professionnels de santé. Donc ces règles déterminent à la fois le questionnaire et l'affichage de recommandations personnalisées. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la même règle va déterminer deux choses différentes. Ce qui explique pourquoi le questionnaire est pertinent, est intéressant. On a individualisé 400 conditions qui déterminent des recommandations vaccinales. C'est-à-dire que ça fait à peu près 20 pages à 4. Donc, si on voulait donner un formulaire papier pour obtenir les recommandations complètes, voilà ce qu'il faudrait donner. Bien sûr, ça ne fonctionnerait pas. Mais comme le questionnaire est contextuel à l'âge et au sexe, et qu'il y a d'autres petites astuces que je vais vous montrer, en général, il est complété en 30 secondes ou plus souvent en moins d'une minute. Et il s'affiche sur à peine plus d'une page à l'écran. Et donc, une fois que ce questionnaire est validé, on va avoir des recommandations personnalisées qui se présentent essentiellement et tout d'abord sous la forme d'une liste de maladies contre lesquelles il faudrait être vacciné. Alors, ça ne vous dit pas à ce stade si vous êtes à jour ou non, puisqu'on n'a pas recueilli vos antécédents vaccinaux. Mais ça vous dit contre quoi, étant donné votre âge, vos conditions de vie, de travail, votre entourage, votre état de santé, bien sûr, vos conditions éventuelles de voyage, eh bien, ça vous dit contre quelle maladie vous devriez être protégé. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop d'informations, le but, justement, c'est donc, en quelque sorte, de démêler les chevaux complexes des recommandations qui, on l'a vu, sont complexes et changent tout le temps, pour les adapter à une personne. Et il faut que cette personne sente qu'on s'adresse à elle, finalement. Que c'est bien son cas particulier qui est traité. Alors, l'autre intérêt, c'est qu'effectivement, comme je le disais, il y a une double interface, c'est-à-dire qu'on va avoir, à partir de la même base de données, donc obligatoirement des messages cohérents, mais
adaptés au grand public, aux professionnels de santé. Toutes les données qui sont saisies sont structurées et peuvent être échangées avec d'autres systèmes par le biais d'API, c'est-à-dire une interface de programmation donc qui permet d'interfacer notre outil avec un logiciel de bureau, mais aussi avec le dossier pharmaceutique ou le dossier médical personnel. J'en reparlerai tout à l'heure. Diapo suivante. Voici l'interface grand public de mesvaccins.net. Et donc, si on se promène d'ailleurs sur les images, on essaye d'illustrer ce problème des recommandations avec différents exemples. Alors, vous avez ici mon état de santé, mon entourage, mon métier. Et quand on promène la souris sur chacune de ces petites images, on a une image plus grande avec un dessin un peu humoristique. Diapositive suivante. Alors, je vais rapidement. Alors, bien sûr, j'aurais préféré vous faire une démonstration en ligne, mais là, il n'y a pas Internet ici. Et bon, donc c'est moins vivant. Et pour avoir fait les deux, souvent, ceux qui ont vu la démonstration en ligne préfèrent. Ils me disent « Ah oui, c'est quand même nettement mieux que la présentation PowerPoint ». Mais ce n'est pas grave, ça vous donnera quand même une idée et vous pourrez y retourner ensuite vous-même, bien sûr. Ça, c'est pour vous montrer une partie du questionnaire, ici pour un nourrisson de 3 mois. Alors, vous voyez, par exemple, en haut, enfant né prématuré, nouveau-né de mère infectée par le VIH. Diapositive suivante. Bon, ici, un préadolescent de 11 ans, vous voyez, le questionnaire change. Donc, c'est plus du tout le même. Il est adapté, évidemment, à chaque individu. Diapositive suivante. Voilà, une jeune femme de 21 ans. Donc ici, on voit par exemple en haut, je suis enceinte, je viens d'accoucher. C'est des questions bien sûr qui ne vont pas apparaître pour un homme ou pour donc un enfant. La profession qui apparaît à ce niveau-là et qu'on ne voyait pas pour les enfants, bien sûr. Et à chaque fois, vous voyez ici, alors je suis enceinte. Donc si c'est une femme qui remplit le questionnaire, on va lui demander si elle est infirmière, par exemple. Si c'est un homme, on va lui demander s'il est infirmier. C'est des petits détails, mais on est allé assez loin aussi sur le plan sémantique, de façon justement à ce que la personne sente bien que c'est à elle qu'on s'adresse. Diapositive suivante. Et une fois qu'on a validé, on va avoir ce tableau. Alors, le tableau 1 des recommandations, et vous voyez une liste de maladies. Donc, délibérément, il s'agit de parler de maladies avant de parler de vaccins. C'est-à-dire qu'il faudrait être protégé contre ces maladies. Et vous voyez, bon, diphtérie, tétanos. Et à chaque fois, il y a un message court qu'on a choisi. Par exemple, rougeole, recommandation générale 2 doses. Donc l'épidémie de rougeole continue à s'étendre. Donc là, il y a des messages d'alerte qui sont très faciles à changer. Et si on fait un changement de ce message d'alerte, on peut l'impacter là où on veut. D'une manière générale, chaque fois qu'on saisit l'information à un endroit, elle est répercutée partout là où elle doit l'être. Donc ça évite des doubles saisies. Et ça permet d'être extrêmement réactif. Quand il y a un nouvel avis du Haut Conseil de la Santé publique, dans les 48 heures, il est pris en compte. Donc le médecin n'a plus à se soucier de savoir si vraiment il a les derniers textes, etc. C'est aussi l'intérêt. Vous voyez par exemple ici, 6 tests de grossesse négatifs sous contraception. Bon, ça, c'est parce qu'il s'agit d'une femme. Bien sûr, ce message d'alerte n'apparaîtrait pas pour un homme. Et donc vous avez bien sûr, en fonction de l'âge de cette patiente, papillomavirus. Donc au plus tard dans l'année suivant le début de la vie sexuelle, donc on prévient ici. Pourquoi ? Attention, on a mis ce message d'alerte-là, conformément aux recommandations du Haut Conseil, que la vaccination ne dispense pas du dépistage par frottis. Et on voit aussi, bien sûr, le méningocoque C encore à cet âge-là. Diapositive suivante. Alors, ici, c'est le questionnaire pour la même patiente, côté professionnel de santé. Alors, bien sûr, là, la formulation est différente. Il ne s'agit plus de dire « je suis enceinte », mais « grossesse en cours », par exemple. Donc, c'est une formulation, bien sûr, plus neutre du questionnaire adapté aux professionnels. On peut donner d'autres informations. Alors, quand on hésite pour compléter, on peut se promener sur les points d'interrogation qui donnent des informations supplémentaires. Diapositive suivante. Ici, on a le même tableau de résultats avec des messages donc, qui peuvent être différents côté professionnel. Il y a une petite différence là, ce que vous voyez maintenant, il y a des cases à cocher qui apparaissent devant chaque maladie et qu'on peut cocher ou décocher. Et lorsque vous allez cliquer sur « Vaccin pour protéger contre ces maladies », diapo suivante, on a la liste des noms commerciaux de vaccins utilisables dans le contexte. Donc ici, s'agissant d'un adulte, c'est par exemple pour diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, Boostrix Tetra et Repevax. Même chose pour les autres vaccins. Donc pour le méningocoque C, vous avez les 3 vaccins qui sont commercialisés actuellement. Alors je ne l'ai pas montré, mais vous le verrez en ligne. Si vous cliquez sur la loupe, vous avez le RCP complet, avec en plus la fiche de transparence et alors aussi, on va raccrocher des nouvelles
concernant les vaccins, les nouvelles de pharmacovigilance par exemple. Donc tout sera disponible à un seul endroit. En fait, je vous montre ici qu'une partie des outils, parce que je n'ai pas le temps de faire le reste, mais il y a une table des textes, une table des maladies, avec une synthèse en temps réel pour chaque maladie, et une table des vaccins, avec là aussi une synthèse complète. Plus les nouvelles, et il y a des nouvelles très régulièrement, et ces nouvelles, on les raccroche aux maladies, aux vaccins, et on va rajouter également une rubrique calendrier. Alors si le médecin clique sur imprimer l'ordonnance, diapo suivante, eh bien vous avez l'ordonnance en ligne, et comme la personne est enregistrée, puisque c'est donc il faut s'enregistrer côté professionnel de santé, vous avez votre tampon qui est prêt, que vous pouvez changer à tout moment, et qui va s'imprimer automatiquement. Il n'y a plus qu'à inscrire le nom et le prénom de la patiente, en l'occurrence ici. Diapo suivante. Voilà, alors après, je vous ai montré ce tableau, mais si vous cliquez sur les maladies dont la liste figure sur ce tableau, vous allez avoir des informations complètes et également contextuelles, avec tous les textes de référence, les avis, etc., la justification de la recommandation, parce que ce n'est pas toujours évident quand vous lisez les textes, le niveau de recommandation, recommandé, obligatoire, la prise en charge par l'assurance maladie, et des commentaires. Alors ici, par exemple, pour le papillomavirus, on a donc des informations à donner à la patiente qui sont résumées ici, et vous avez même un modèle, alors diapo suivante, que vous pouvez remettre à la patiente, donc qui vous permet de prouver que vous avez donné la bonne information à la patiente. C'est ce qui est recommandé dans l'avis, hein, pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Diapositive suivante. Voilà, ça c'est la suite de ce document que vous pouvez remettre à la patiente. Et donc tout est prêt de manière contextuelle et adaptée à chaque patient. Diapo suivante. Voilà, alors ici, c'est l'interface du site de médecine des voyages, alors pour lequel nous avons passé un accord avec la société de médecine des voyages qui est chargée de valider le contenu. Alors ici, il y a beaucoup plus d'actualités, hein, vous verrez qu'il y en a plusieurs par jour, hein, et ces actualités sont structurées aussi, notamment par pays. Dans ce cas-là, on va saisir le pays visité, les conditions de séjour, date de départ, date de retour, date de naissance, et si on choisit un pays où existe le paludisme, vous verrez que le poids apparaît également. Ce qui va servir pour la chimio-prophylaxie en ligne automatique. On peut faire une chimio-prophylaxie antipaludie comme ça sans erreur. C'est-à-dire qu'on a la liste des médicaments utilisables dans le contexte. Si c'est une femme enceinte, par exemple, on ne verra que la malarone et le lariam. Si c'est un enfant, on verra disparaître les cyclines. Et donc ça évite les erreurs, puisqu'on tient compte à la fois de l'individu et de la zone. On fait la même chose pour les répulsifs. Les répulsifs sont aussi adaptés à la personne. Diapo suivante. Et donc on se sert de cette interface pour préparer la consultation de médecine des voyages sur le net. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend rendez-vous, on lui dit préparez votre consultation sur ce site. Et il y a un volet voyageur, donc il permet de recueillir déjà pas mal d'informations. Et on s'est rendu compte que c'était intéressant parce qu'on recueillait des informations qui souvent passaient inaperçues parce que le médecin n'y pensait pas. C'est vrai qu'il y a tellement de questions à poser. Et donc il y a une préparation qui est faite par le patient. On récupère ensuite ces informations au côté professionnel. On les modifie si nécessaire, on les complète, on les valide. Et tout ça est mis dans une base de données exploitable. C'est-à-dire qu'on a un tableau finalement de pilotage de votre activité du centre qui se construit en temps réel avec la proportion de pays visités, la proportion de sujets qui sont par exemple asthmatiques, diabétiques, etc. Donc vous avez quelque chose de très intéressant sur le plan de l'information. Mais je n'en parlerai pas plus aujourd'hui. Diapo suivante. Et maintenant on va parler de cette initiative qui va être lancée le 26 avril. En fait, le carnet de vaccination électronique, c'est la suite logique de ce dont je viens vous parler, c'est-à-dire que une fois que vous avez déterminé les recommandations vaccinales, la question qui vient logiquement après, c'est oui, mais moi, est-ce que je suis à jour? Et pour ça, il faut confronter ces recommandations vaccinales aux antécédents vaccinaux du patient. Alors je dis patient par commodité, c'est entendu que ça peut être bien sûr une personne en parfaite santé. Alors l'accès, le problème qui se posait, c'est que, étant donné que pour le système intelligent du carnet, nous avons besoin d'informations médicales, et bien sûr très confidentielles. Le site sera hébergé sur un serveur agréé pour l'hébergement de données santé, mais ça ne suffit pas, il faut aussi un accès sécurisé. C'est-à-dire par carte ou par clé, ce qui était très difficile à obtenir. Autant dire que personne n'allait, ou très peu de gens, allaient ouvrir un carnet dans ces conditions. Et donc, l'astuce, a priori, simple, mais finalement, personne ne l'a fait avant, ça consiste à avoir un accès anonyme
côté patient, ce qui nous affranchit de ces difficultés. Par contre, l'accès sera nominatif, c'est-à-dire que vous, professionnels de santé, pourrez voir l'identité du patient parce que vous aurez soit une CPS, une carte de professionnel de santé, donc que ce soit une carte de médecin, de pharmacien, d'infirmier, de sage-femme, ou un certificat, c'est-à-dire qui est un équivalent de la carte de professionnel de santé, qui est installé par notre hébergeur sur demande, et qui permet donc d'accéder au carnet uniquement sur le poste dédié à cela, où se trouve hébergé le certificat. Certains ont vu ça par exemple pour les impôts, hein, c'est le même type de certificat. Diapo suivante. Quand une famille ouvre un compte, donc on peut saisir plusieurs carnets pour les parents, les enfants, et ça se présente de cette manière-là. Donc là, c'est un site test, puisque ce carnet n'est pas... Il existe déjà un carnet que vous pouvez créer, qui sera repris le 26 avril, mais ce n'est pas le carnet avec toutes les fonctionnalités. Bon, ici, vous avez donc 3 carnets, Catherine, Alexis, Yannick, donc on met des pseudos, on met le nom qu'on veut, et vous avez un quick menu que vous voyez sur le dernier, le 3e carnet, et qui permet donc de réaliser certaines opérations. Impression du carnet, par exemple. Diapositive suivante. Alors, première étape, le patient peut lui-même créer un carnet. Et alors là, pour l'inciter à créer un carnet, on va justement utiliser tous les moyens à notre disposition, notamment les réseaux sociaux. Et j'ai demandé d'ailleurs à Denise Hilbert, donc, qui est la chef d'entreprise vous avez vu hier Romain Robert, donc Romain Robert travaille avec Denise Hilbert, qui va s'occuper de le faire connaître via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Donc ici, quand un patient saisit le nom du vaccin, bon, souvent le nom c'est mal écrit, parfois quasiment illisible. Alors on peut saisir une partie du nom, vous voyez ici par exemple GENH, et on va proposer les noms de vaccins qui contiennent cette séquence de caractères avec une explication. Donc vaccin Genevac B Pasteur, hépatite B. Donc souvent les patients ne savent pas contre quoi ils sont protégés finalement. Et donc ça relève ici de l'éducation préventive, on les aide finalement à s'approprier les vaccinations. Là aussi c'est comme la préparation dont je vous ai parlé pour la médecine des voyages, il s'agit là aussi d'une préparation. D'ailleurs, ce carnet a vocation à intégrer tous les outils, y compris la médecine des voyages, parce qu'on peut intégrer le formulaire de médecine des voyages de la même manière. Je ne l'ai pas dit, mais pour le voyage, le questionnaire est également contextuel au voyage. Si vous partez en Bolivie, on va vous demander si vous allez en zone amazonienne ou pas, par exemple. Donc tout est contextualisé. Diapo suivante. Et donc, in fine, vous allez avoir une liste de noms de vaccins réalisés, avec les dates. Donc automatiquement, vous avez l'âge à l'injection qui est signalé en petit là-dessous. Et puis donc les maladies cibles correspondantes. Donc là, par ordre chronologique, diapo suivante. Ici, par nom de vaccin, avec ensuite les dates. Donc on peut le présenter des deux manières. Diapo suivante. À la suite de quoi, on a un bilan qu'on appelle maintenant d'ailleurs expertise. C'est le deuxième onglet. En fait, le carnet varie tous les jours là, avant le lancement et c'est déjà différent par rapport à cette version PowerPoint. Et vous avez automatiquement généré une liste de maladies cibles, déduite donc des vaccins réalisés, donc hépatite A, coqueluche, rubéole, avec le nombre de doses réalisées, un diagnostic de l'état vaccinal, donc ici par exemple hépatite A, vaccination incomplète, hépatite B, schéma vaccinal complet, et éventuellement la date de la prochaine dose. Donc avec un calendrier vaccinal personnalisé et rappel SMS ou courriel au patient. Alors, instantanément, le patient peut voir s'il est à jour ou pas. Rouge, c'est pas à jour, vert, c'est à jour. Et il y a aussi orange, d'ailleurs, qui correspond à une échéance prochaine. Diapo suivante. Alors ici, diapo suivante, oui, parce que vous avez vu que vous avez la flèche compléter mon profil. Maintenant, plutôt, on a changé le remplir, c'était pas très joli. Compléter mon profil. Et c'est là que le formulaire que je vous ai montré tout à l'heure est intégré au carnet, finalement, cette fois-ci. Et donc, on va compléter ce formulaire. Alors, une autre petite astuce pour le compléter rapidement, c'est que on a des branches qu'on ne déploie que si on est concerné. Par exemple, quelqu'un qui est en parfaite santé ne va pas cliquer sur « je souffre d'une maladie chronique ». C'est pour ça que en fait, ça va très vite pour compléter le questionnaire. Par contre, s'il est asthmatique ou s'il a une autre maladie chronique, à ce moment-là, il va faire l'effort de cliquer dans cette branche, de s'y engager et d'aller plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'on consent bien à passer du temps sur Internet si on y voit un intérêt. C'est extrêmement désagréable de passer du temps pour rien ou de ne pas comprendre pourquoi il faut faire telle chose. Donc ici, par exemple, la personne clique sur « je souffre d'une maladie chronique », diapo suivante,
et elle choisit angine de poitrine, ce qui est d'ailleurs une nouvelle recommandation vaccinale contre la grippe, qui date de 2 mois hein, à peu près. Donc vous voyez ici la liste des maladies qui peuvent déterminer une recommandation vaccinale. Enfin, il y en a énormément, hein, vous voyez. Et si on s'engage dans une branche, là aussi, ça peut aller plus loin. On peut avoir plus d'informations à recueillir, éventuellement. Diapo suivante. Et donc, une fois que c'est fait, bon, vous avez en haut un récapitulatif des conditions cochées. Donc là, antécédent de varicelle, antécédent de rougeole et maladie des coronaires. Et la liste est adaptée maintenant à l'état particulier de cette patiente. Et vous voyez apparaître grippe saisonnière, qui n'apparaissait pas tout à l'heure, avec ici la condition cochée, maladie des coronaires. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on crée l'évidence, finalement, côté patient, de ce qu'il faut faire. Vous devez être vacciné contre la grippe saisonnière parce que vous avez telle maladie ou telle situation. Une personne immunodéprimée dans l'entourage pour la varicelle, etc. Donc, on compte sur ça, finalement. Et je pense que ça peut fonctionner. Souvent, je vous parlais de ce doute. Là, on essaye d'éliminer le doute. Et bien sûr, cette évidence, on la crée aussi du côté professionnel de santé, avec un affichage parfois différent. Et donc ici, bon, on voit que la personne n'est pas à jour et qu'il faut réaliser la vaccination. Diapo suivante. Donc là, pour la vaccination, on peut tenir compte aussi bien sûr, de la saison. C'est-à-dire que par exemple, on ne va pas le recommander en juillet, mais on le recommandera, on va dire qu'il faudra le faire dès l'automne. Alors revenez avant, parce que ce que je voulais dire ici, c'est qu'à ce stade-là, c'est le patient qui a complété son carnet. Il peut y avoir des erreurs, bien entendu, hein, parce que je disais c'est mal écrit, parce qu'elle a pu se tromper, etc. Donc là, pour que ce carnet ait de la valeur, et c'est là l'autre originalité du projet, c'est qu'il faut le partager avec un professionnel de santé qui va pouvoir le valider. Et l'intérêt, c'est qu'on ne se limite pas aux médecins, mais à tout professionnel de santé. Et donc, j'inclus là-dedans, par exemple, les infirmières scolaires, les sages-femmes, etc. Les pharmaciens, c'est très important. Et donc, on va cliquer sur l'onglet « Partage », qui est juste à droite de bilan. Suivante. Et là, on va pouvoir imprimer un code de partage, qui est ce code-ci, avec des droits de médecin traitant ou d'autres professionnels. Et seul le médecin traitant a le droit de valider le profil santé. Donc muni, alors diapo suivante. Alors ça, je l'ai montré à certains d'entre vous déjà, parce que c'est vrai que c'est le côté gadget et amusant. Bon, en fait, ce n'est pas le plus important dans le projet, mais c'est des petits éléments qui peuvent séduire finalement, qui peuvent contribuer au fait qu'on va utiliser le carnet, parce que c'est amusant. Bon. Et effectivement, mais ce n'est pas seulement amusant, il y a aussi un vrai intérêt. Ici, le code flou qui est généré permet donc de voir instantanément le carnet de manière anonyme. Donc quand un médecin est en visite ou qu'on est pressé, on peut instantanément voir quelles sont les vaccinations réalisées. Et ça, c'est mis à jour. C'est-à-dire que si plusieurs professionnels ont concouru pour alimenter le carnet, le mettre à jour, un médecin urgentiste, le médecin généraliste, le médecin militaire, etc., là, on a la mise à jour unique actualisée au fur et à mesure des injections réalisées. Diapo suivante. Voilà, donc c'est avec ce code. Bon, là, je montrais la carte qu'on peut imprimer, mais on peut très bien le recopier sur un bout de papier, se l'envoyer par mail, se l'envoyer par SMS. On essaye à chaque fois de faire en sorte que ce soit facile et qu'il y ait plusieurs possibilités, que chacun le fasse à sa manière. Donc ici, quand on se rend, j'ai pris l'exemple du médecin, mais ça peut être effectivement, dans un premier temps, chez le pharmacien, par exemple. Suivante. Le médecin, lui, dans ce cas-là, va accéder via la CPS à la liste des patients qui ont un carnet de vaccination électronique. Donc, il a toute sa patientèle avec les carnets. Et il va cliquer sur « Importer un carnet créé par un patient ». Suivante. Il va saisir le code et la date de naissance comme des trompeurs. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à vérifier ou saisir l'identité du patient. Vérifier si un autre professionnel l'a déjà fait, donc il suffit de le faire une fois, la première fois, et après les autres professionnels vont simplement vérifier qu'il s'agit de la bonne personne. Donc avec nom, prénom, lieu de naissance et code postal de résidence. Code postal de résidence parce que ça va servir pour les autorités sanitaires et l'exploitation après des données qui sont enregistrées. Suivante. Et donc ici, le professionnel de santé accède à cette interface avec d'autres services, bien entendu, par rapport à ceux auxquels accède le patient. Et vous voyez notamment les actes à valider
en haut à droite sur le bouton suivante. Et quand on clique sur ce bouton, on a en fait la liste des noms de vaccins saisis par le patient qu'il faut valider. Donc preuve documentaire à l'appui. Alors s'il y a une correction à faire, ben, vous pouvez supprimer un vaccin, en rajouter un, etc. Suivante. Et là, vous avez enfin un carnet validé. Et vous savez, en promenant la souris sur les V, par qui ça a été fait. Lorsque le patient rentre chez lui, diapo suivante, il va accéder au même carnet, avec cette fois-ci les validations, et vous voyez à droite des petits cadenas qui signalent que les vaccins ne sont plus modifiables. Voilà un carnet qui peut être imprimé. Suivante. Alors il existe une procédure sécurisée qui permet de l'imprimer de manière nominative, alors même que le carnet est anonyme quand on y rentre, grâce à en fait l'envoi d'un mail qui renvoie sur un site protégé où il faut saisir son mot de passe, que le patient est le seul à connaître. Et donc après, on peut imprimer son carnet. Alors bien sûr, on peut imaginer l'impression automatique de certificats, etc. Suivante. Donc là, un agrandissement du carnet. Bon, on a pensé à toutes sortes de situations où, par exemple, on travaille avec les services de médecine préventive universitaire, c'est les infirmières qui font les vaccins, et donc elles voulaient qu'on marque sous la responsabilité du médecin du SIUMS. Donc ça, tout est possible, tous les aménagements sont possibles. Suivante. Donc le médecin accède également au système expert avec cette fois-ci d'autres fonctionnalités, alors que je n'ai pas le temps de signaler, mais on tient compte aussi de l'intervalle entre les doses. C'est-à-dire que si par exemple le schéma n'est pas valide, à ce moment-là, on indiquera au patient d'aller voir son médecin. Et au médecin, on lui expliquera qu'effectivement le schéma n'est pas valide pour telle ou telle raison, et on lui propose éventuellement une conduite à tenir. Donc, si on n'a pas une conduite à tenir automatique, on lui propose de consulter un médecin expert. Donc si vous avez par exemple un intervalle entre deux doses qui est trop court, on peut le signaler. Moi, je voyais un médecin qui vaccinait tous les ans contre le pneumocoque avec le pneumo 23. Bon, ça, c'était de graves erreurs, il pensait bien faire. Bon, ce genre d'erreur est signalé. Et donc, ça permet aussi de former le médecin. Puisque le médecin va obtenir des informations, je dirais en plus de la plus belle manière, puisque c'est à propos de ses patients qui va être formé. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire faites ceci, faites cela, mais surtout de dire pourquoi et de donner des explications et d'avoir référence d'ailleurs à des textes qui sont le support de ces recommandations. Diapo suivante. Ben voilà des exemples de bilan. Vous avez ici une insuffisance respiratoire, donc là on va vacciner contre la grippe et le pneumocoque. Alors si on est asthmatique, c'est simplement l'un des deux, sauf si la personne est traitée par corticoïdes. Enfin donc toute cette complexité est automatiquement démêlée. À droite, une personne qui réside en Guyane française. Suivante. Le professionnel peut lui-même créer un carnet de vaccination électronique. Donc ça peut être le cas, donc on voit un patient pour la première fois dans une EHPAD, en médecine scolaire par exemple. Alors là, je vous montre rapidement. C'est-à-dire que là, on commence d'emblée par saisir l'identité du patient. Suivante. Ensuite, on saisit. Alors mettons qu'aujourd'hui, je réalise une vaccination, par exemple un Révaxis. Le patient n'a pas de carnet, mais je n'ai pas le temps d'aller saisir son carnet, etc. Tout ce que je vais faire la procédure que je vous montre là. Je vais saisir le vaccin. Diapo suivante. Voilà, c'est terminé. Enfin, c'est très rapide. Hein, suivante. Et après, je vais faire l'opération dans le sens inverse, c'est-à-dire que je vais générer un code automatique que je donne au patient et qui lui permettra d'accéder au carnet chez lui. Une fois chez lui, on lui demandera de saisir les autres vaccinations tranquillement et ensuite de les faire valider. Soit par moi si j'ai le temps, s'il revient me voir, ou par le pharmacien. Mais en tout cas, la prochaine fois, il aura un carnet complet et validé. Suivante. Alors, quelques autres fonctionnalités encore. Bon, qu'est-ce qui se passe en cas d'oubli de mot de passe? On peut récupérer les identifiants par SMS parce que le courriel n'est pas sécurisé, alors que tous les SMS sont cryptés. Si on oublie tout, bon, ça peut arriver, à ce moment-là, on peut encore aller voir le professionnel de santé avec lequel on a partagé le carnet. Et ce professionnel sert de tiers de confiance. Il va saisir votre numéro de mobile, qui a pu changer par exemple depuis la dernière fois, et c'est pour ça que vous avez pu récupérer vos identifiants. Et sur ce nouveau numéro de mobile, en face du médecin, vous allez récupérer les identifiants. Suivante. On peut ajouter des commentaires, c'est-à-dire que par exemple ici, une personne revient avec une douleur prolongée au site d'injection. Donc, c'est des données qu'on va pouvoir saisir très facilement. Alors, l'intérêt, c'est que ce n'est pas obligatoirement la personne qui a fait la vaccination, ça peut être un autre professionnel, encore une fois, mais ça va, bien sûr,
considérablement augmenter la sensibilité du système de pharmacovigilance et sa praticabilité. Suivante. Voilà, donc ça c'est le commentaire. Alors tous ces commentaires sont tracés, tout est tracé de toute manière, tous les accès au carnet. On sait très bien que tel médecin a accédé au carnet à tel moment. Le patient a la liste des médecins ou professionnels avec lesquels le carnet est partagé. Il peut les révoquer. Il peut faire, enfin c'est le patient a bien sûr les droits entiers sur son carnet, il peut le supprimer. Bon, ce serait aussi stupide que de supprimer son carnet papier, mais enfin en tout cas il peut le faire. Suivante. Le médecin va ensuite posséder un tableau de bord finalement des couvertures vaccinales, c'est-à-dire que pour chaque maladie cible, il va avoir la couverture vaccinale de sa patientèle. Donc, ce qui permet d'avoir évidemment, qui est très intéressant pour le suivi vaccinal. Et il peut connaître comme ça, il peut avoir la liste des personnes qui ne sont pas à jour et leur rappeler si nécessaire. Suivante. Alors la couverture vaccinale, mais telle qu'on ne la calcule jamais, c'est-à-dire que quand on fait des enquêtes, bon, c'est en gros, à tel âge, je devrais avoir tant de doses. Non, là, c'est calculé très précisément. Numérateur sur dénominateur, donc personnes à jour sur les personnes qui doivent être vaccinées. Pour la grippe, ce n'est pas seulement les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce sont aussi les personnes asthmatiques, diabétiques, etc. Donc, on a une situation extrêmement précise de la couverture vaccinale et on peut voir, tiens, est-ce que les asthmatiques que je suis, alors mettons que ce soit un allergologue ou je ne sais pas, sont bien vaccinés? À ce moment-là, on le sait instantanément. Suivante. Bien sûr, on retrouve les mêmes fonctionnalités à un échelon supérieur, par exemple pour les ARS. Donc les ARS disposeraient avec cet outil d'un outil de pilotage extrêmement précis, de suivi des vaccinations, et des effets indésirables. Alors, donc vous avez vu qu'on saisit le code postal, donc effectivement on aurait des couvertures vaccinales par code postal. On ne peut pas être trop précis non plus pour être certain de ne pas pouvoir remonter à l'identité du patient. Donc tout ça a été validé bien entendu par la CNIL. Ou par groupe à risque. Comme ça permet d'identifier donc des problèmes particuliers et finalement de pointer les actions de santé publique sur ces problèmes. Finalement, si on a réussi à le faire, c'est d'abord parce qu'on a un système très efficient, ce qui fait qu'on a pu fonctionner avec des ressources humaines au départ assez limitées. Alors actuellement, on a un réseau de 40 experts. Tous les experts ne participent pas de la même manière à l'alimentation du site. Mais je veux dire, avec des moyens conventionnels, ça nécessiterait un temps immense. Tandis que là, les outils informatiques nous permettent d'être extrêmement efficients. Donc on peut espérer améliorer la vaccination des groupes à risque, réduire le nombre de vaccinations par excès, et au contraire améliorer la couverture vaccinale des nouvelles vaccinations. L'adaptation en temps réel aux nouvelles recommandations, on l'a testé pour la grippe endémique, le site n'était pas très connu à l'époque, mais enfin, vous vous souvenez de ces tableaux A3 avec du jaune là, qui changeait tout le temps. Enfin, et je ne dirais pas ce que m'a dit le DGS, mais il m'a dit... J'ai rencontré le directeur général de la santé pour lui présenter le projet il y a quelques jours, et il me reconnaissait qu'effectivement les recommandations étaient extrêmement difficiles à comprendre et à appliquer. Donc une communication, c'est aussi un outil de communication, puisque alors il ne s'agit pas, surtout pas, de faire la promotion de telle vaccination. Mais c'est une communication neutre, très objective, on se base uniquement sur les recommandations, mais c'est une communication. Ça peut servir de référence. Donc d'ailleurs, la DGS réfléchit à la manière de labelliser cet outil. Donc là, on sait que par exemple actuellement on réclame des campagnes de vaccination de l'INPES qu'on n'obtient pas parce que je crois que Christine Gestin vous l'a dit, parce qu'il n'y a pas de crédit, parce que tout est bloqué sur X années pour d'autres projets. Bon, là, on a un moyen beaucoup plus efficient et économe d'informer le grand public et les professionnels de santé. Ça permet de réaliser des enquêtes de couverture vaccinale en milieu scolaire. Donc, je vais donner quelques exemples, on peut en trouver d'autres. Effectivement, vous savez qu'on fait des enquêtes triennales qui coûtent très cher. Et Christian Perron me disait la dernière fois qu'on était la risée de l'Europe parce que nos résultats arrivent plusieurs années après. Donc on a des résultats qui datent de 3-4 ans, alors que beaucoup de pays européens ont un système qui leur permet de communiquer des données de couverture vaccinale beaucoup plus tôt. Là, on aurait une couverture vaccinale en temps réel. C'est-à-dire que même sans l'utiliser, je dirais, pour tous les objectifs que je vous ai présentés, on peut imaginer que les infirmières scolaires créent des carnets de vaccination électronique pour les élèves
et on obtient instantanément la couverture vaccinale correspondante. Mais ce faisant, et c'est là que c'est intéressant, on ne se contente pas de faire une enquête, on rend service en même temps, donc en l'occurrence aux élèves, à leurs familles, etc. Et aux médecins, puisqu'après ça va créer du lien, les parents vont recevoir un SMS en disant « n'oubliez pas de faire le rappel contre telle maladie » et ils iront voir le médecin traitant pour réaliser cette vaccination. Alors, on peut aussi adapter. Alors, ce système expert est très souple, c'est-à-dire qu'on pourrait très facilement l'adapter à d'autres recommandations dans d'autres pays. Là, c'est adapté aux recommandations françaises, mais étant donné que c'est créé sur cette base de règles, les règles peuvent être modifiées facilement. Diapo suivante. Alors, on peut aussi, comme il y a une base structurée, réaliser des évaluations automatiques. Et donc là, on en discute avec des professeurs de médecine générale. Ça peut être effectivement intéressant parce que quand on fait des formations actuellement, on sait très bien que ces formations sont périmées très vite, finalement. Donc là, ça permet d'avoir un système de quiz avec des questions qui ne sont jamais les mêmes parce qu'elles sont tirées au hasard à partir de la base de données. Et on pourrait estimer qu'à partir de certains scores, on maîtrise bien les vaccinations. Mais on ne peut pas espérer apprendre 20 questions une fois pour toutes. Ce seront toujours des questions différentes et avec des réponses toujours adaptées. Suivante. D'autres exemples d'applications. J'ai parlé de la médecine scolaire, il y a aussi la médecine préventive universitaire et on a un projet important avec le service de médecine préventive de Bordeaux. Il y a 40 000 étudiants à Bordeaux et donc on créera des carnets pour tous les étudiants. Les populations défavorisées, on me dit souvent, oui mais pour eux, ils n'ont pas Internet toujours, etc. Oui mais c'est rare qu'ils n'aient pas un téléphone portable. Bon, eh bien, il suffit, on n'est pas obligé d'aller sur Internet. On peut très bien créer le carnet et ensuite ils vont recevoir les SMS. C'est tout à fait possible. Dans les maisons de retraite, donc je dois faire une présentation dans 15 jours à un congrès de gérontologie. Effectivement, ça permettrait d'avoir la liste pour le médecin coordinateur d'EHPAD de toutes les personnes qu'il faut vacciner. C'est vrai que vous avez eu le cours sur la vaccination des personnes âgées, ça permettrait d'avoir un suivi beaucoup plus rigoureux de ces vaccinations. En médecine du travail, en médecine des voyages, puisqu'on peut intégrer le voyage dans le formulaire, le suivi de groupes à risque. Alors on me dit, bien sûr aussi, il faudrait que ce soit exhaustif, bien sûr, mais on peut déjà être exhaustif sur certains groupes de population. J'ai eu des demandes, par exemple, de centres de suivi de drépanocytaires. On pourrait aussi s'intéresser. On sait très bien que les personnes infectées par le VIH sont assez mal suivies. Il y a eu des études sur ça. Donc ça permettrait d'améliorer ce suivi. C'est utile, bien sûr, dans la vaccination dans un contexte d'urgence. Et dans un contexte d'urgence, on n'est pas obligé d'avoir le code de partage. C'est-à-dire qu'on peut saisir le nom, prénom, date de naissance, éventuellement le lieu de naissance pour les doublons, et on accède instantanément au carnet. Alors bien sûr, cet accès sera tracé, fait en face du patient, et le patient, quand il rentrera chez lui, aura la trace de ce passage, sachant qu'encore une fois, il faut être un professionnel de santé pour y accéder. Dans un accès en urgence, on n'aurait pas le profil santé, mais uniquement les vaccinations réalisées. Mais ça suffirait pour éviter de faire des revaccinations inutiles. Suivante. Alors, bien entendu, ce que réclament les médecins, c'est un interfaçage à leur logiciel métier. On l'a réalisé pour 2 petits logiciels métiers, avec lesquels on a... Donc c'est tout à fait possible, puisque la base, grâce à la structuration de la base, bon, après, il faut qu'il y ait une demande des éditeurs. Les éditeurs ont plein d'obligations, notamment le DMP, etc. Donc, ils ne sont pas toujours disponibles, mais c'est tout à fait possible. Le dossier médical personnel, et là, c'est là que la DGS veut nous aider, donc, veut inciter l'ASIP, l'Agence des systèmes d'information partagés, l'ASIP Santé exactement, à donc intégrer notre outil au DMP. Le Conseil national de l'ordre, donc j'ai récemment fait une présentation au Conseil central A qui réunit tous les représentants régionaux des pharmaciens d'officine. Le Conseil national de l'ordre est très intéressé par une intégration au dossier pharmaceutique. Suivante. Parce que ça permettrait plusieurs choses. C'est-à-dire que d'abord, quand on irait chercher un vaccin à la pharmacie, le vaccin passerait du DP au carnet de vaccination électronique. Et donc il serait placé en attente de réalisation. Et le médecin, ensuite, n'aurait plus qu'à valider la réalisation sans avoir besoin de saisir le numéro de lot, par exemple. Donc ça faciliterait la tâche du médecin. Ça permettrait aussi d'avoir un suivi des vaccins achetés et non réalisés. Bon, le vaccin grippal qui traîne dans le frigo. Et à ce moment-là, si le patient le souhaite, il peut recevoir un rappel disant « N'oubliez pas que vous avez un vaccin qu'il faut réaliser ».
Et c'est là aussi que les pharmaciens sont particulièrement intéressés, c'est que maintenant, ils ont une activité reconnue par la nouvelle loi HPST de conseil des patients. Et c'est vrai que dans beaucoup d'endroits où on manque de médecins, notamment alors dans les zones rurales par exemple, c'est souvent aux pharmaciens qu'on demande conseil. Et là, le pharmacien disposerait d'un outil pour donner des conseils pertinents. Et ça lui permettrait de dire, mais n'oubliez pas que là, vous devez faire un vaccin contre la coqueluche, par exemple. Donc, le pharmacien peut jouer son nouveau rôle dans la santé publique. Suivante. Bon, on arrive aux conclusions. En résumé, c'est ça. On veut créer l'évidence, côté patient et côté professionnel de santé, des vaccinations qu'il faut réaliser ou à l'inverse qu'il ne faut pas réaliser. On ne cherche pas à mettre en évidence, faites-vous vacciner, mais on dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais nous, notre seul objectif, c'est le respect des recommandations vaccinales. À tout le moins, vous saurez exactement contre quoi vous êtes vacciné. Ça vous évitera d'être vacciné inutilement. À présent, c'est votre propriété, vous faites ce que vous voulez. Côté professionnel de santé, on a vu que c'était à la fois une aide au conseil à la bonne utilisation des vaccins, une conduite à tenir claire et argumentée pour chaque cas précis, un suivi vaccinal. Vous savez que les médecins généralistes sont rétribués en fonction d'objectifs de santé publique. Par exemple, la couverture vaccinale contre la grippe. Bon, ben là, ça lui permettrait de savoir très précisément s'il va toucher sa prime ou pas, et éventuellement de faire un effort pour atteindre son objectif de santé publique. Donc des activités de formation continue et la création de liens interprofessionnels. Alors c'est vrai qu'au début, quand je l'ai présenté aux médecins libéraux, ah oui, mais les pharmaciens, bon alors, mais tout ça se met en place, chacun comprend, tout le monde y a intérêt finalement. Les patients d'abord, et les professionnels de santé ensuite, parce que je parlais des médecins qui veulent éviter les doubles saisies avec leur logiciel métier, mais ils font déjà des doubles, des triples et des quadruples saisies en refaisant à chaque fois un nouveau carnet de vaccination parce que le patient n'a jamais amené le sien. Et pour les autorités sanitaires, donc cet outil de pilotage en temps réel des actions de santé publique et d'amélioration de la pharmacovigilance. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci, oui. Très intéressant. Bien, inutile de vous dire, vous allez poser des questions là, parce que je voudrais juste dire un mot, c'est qu'effectivement la mise en place de ce carnet de vaccination chronique et multicide a demandé un travail considérable, et pratiquement, il faut bien reconnaître que Jean-Louis fait ça tout seul sur le plan technique, aidé un peu à gauche à droite, mais avec des informaticiens quand même. Hein. Ah non, il y a un ancien médecin militaire. J'ai rien fait d'informatique, moi. Comment non? Mais un ancien médecin militaire à la retraite, hein, qui travaille, qui est super. Hein, comment il s'appelle? Brunto. Hein. Ouais. Et puis ton fils aîné, qui est ingénieur informaticien. Voilà. Alors, et moi je dis à Jean-Louis une fois de plus, maintenant Jean-Louis brevette. Parce que tu vois, tout le monde brevette, il y a des tas de choses brevetades. Maintenant, c'est impératif. Je te l'ai dit en off, mais maintenant, vous êtes d'accord avec moi, hein, surtout. Hein. Je suis pas sûr que c'est ton prochain travail. Tu travailles trop sur le plan technique, tu as confiance en tout le monde. Fini. Tu brevettes et tu parles après. C'est franchement... je suis vice-président de l'association. Alors, je dis ça en tant que vice-président de l'association et Camille. Parce que sinon, tu es sûr, c'est trop bon. Vous êtes d'accord, hein? Ça va être piqué, ben oui, brevette. Et tu en parles plus avant de le breveter. Tu fais ton dossier de breveté. Voilà. Ça, mais je ris pas, malheureusement. Hein? Oui, vous avez des questions? Comment? Sur Facebook. Alors, des questions. Ah non. Oui, allez-y. Je vous donnerai par mail, en même temps que le code pour accéder au téléchargement, je vous donnerai un code pour vous inscrire à la version professionnelle. Et donc, vous aurez déjà les outils professionnels et le 26 avril, vous aurez l'accès au carnet pour ceux qui ont une CPS ou qui veulent demander un certificat. Tout d'abord, bravo pour cet outil informatique qu'on attendait depuis longtemps. Ma question concerne l'application de cet outil à la vaccination des militaires. Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait avec le CETIMA pour l'intégrer dans l'interface API dans le LUM? Et est-ce que sinon, est-ce qu'à partir de l'instant T actuellement, on peut utiliser cet outil-là pour les militaires? Est-ce que les particularités des militaires ont été prises en compte? Oui, c'est-à-dire que là, dans la profession, si vous cochez militaire, vous aurez les recommandations adaptées aux militaires. Je ne pouvais pas faire moins, bien sûr. Et donc j'en ai parlé avec notre direction et ils sont en train d'entreprendre une démarche pour savoir comment effectivement le mettre en place. Alors l'interfaçage au LUM, le LUM c'est le logiciel métier du service de santé des armées, mais il n'est pas encore opérationnel. Donc
il faudra attendre. Et le LUM devra de toute façon être, comme tous les éditeurs de logiciels métiers, devra prendre en compte le DMP. Et notre outil sera interfacé au DMP. Donc de toute manière, ça fonctionnera au moins par le DMP. Après, on peut faire un interfaçage direct, hein, mais c'est peut-être pas utile. Donc les professionnels de santé des armées ont tous un accès gratuit au site. Donc il faut qu'ils demandent un code. Je l'ai envoyé une fois, mais bon, c'était dans un petit document, tout le monde ne l'a pas su. Mais en fait, c'est prévu. Hein. C'est-à-dire que bon, c'est un petit peu la... j'ai passé du temps à faire ça, et donc en contrepartie, il fallait que... je remercie un peu l'institution quand même qui m'a permis aussi de me consacrer à ça, au moins en partie. Oui, est-ce qu'à partir de maintenant, on peut commencer à saisir les informations des militaires dans ce... Alors, là, pour le moment, dans ce que j'ai proposé, déjà les militaires, comme tous les Français, pourront créer un carnet de vaccination électronique. On ne leur interdit pas de créer un compte sur Google ou sur Facebook. Enfin, sur Facebook, il y a des limitations. Mais enfin, on peut pas. Tous les militaires peuvent s'inscrire sur des sites sur Internet. Donc, c'est tout à fait possible de créer son carnet quand on est militaire. Après, le professionnel de santé des armées, lui, aura un accès gratuit, il peut l'utiliser. Ben, je crois que rien ne l'interdit parce que toutes les autorisations se trouvent en amont du service. C'est-à-dire que ça se trouve sur un site hébergeur. Alors après, la question, c'est est-ce que le service de santé va faire la promotion et inciter les médecins d'unité notamment à l'utiliser. C'est ça qui est en discussion. Et on est en train de réfléchir avec la Caisse militaire de sécurité sociale pour savoir justement comment on peut faire cette promotion finalement. Comme on l'a fait avec l'URML, c'est-à-dire que l'Union régionale des médecins libéraux, donc avec eux on a un vrai partenariat, on va faire des séances de formation, etc., pour que les médecins libéraux puissent s'approprier l'outil. Puis la traduction en anglais. Voilà, alors après... Parce que ça en anglais, mais quand ça sera breveté, alors tu auras encore plus de risques. Ouais. Parce que en anglais ça va filer. Oui. Bon, on a le temps là. Merci. Alors, je voudrais savoir, je sais qu'on attendra que ce soit breveté, mais je voulais savoir, est-ce qu'il est possible d'adapter les recommandations par pays? Oui. Oui, alors moi j'en ai parlé à l'AMP, mais on n'a pas eu le temps vraiment d'en discuter. Mais c'est vraiment... Oui. Voilà. Oui, l'agence de médecine préventive, qui s'est beaucoup occupée de la mise en place de comités techniques de vaccination dans les pays, puisque maintenant on glisse, comme tu as dû le dire, du PEV vers des recommandations nationales, enfin, comme on fait ici. Et moi, je pense qu'effectivement, ça peut être un outil pour les ministères des pays concernés. D'ailleurs, la DGS s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait très bien leur mettre à disposition l'outil pour la DGS, finalement. Et ça peut être géré, les règles pourraient très bien être gérées au niveau de la DGS. Donc on pourrait très bien imaginer l'équivalent de mesvaccins.net dans différents pays, et donc en particulier des pays africains, pour justement faire cette transition du PEV vers des recommandations nationales. Les règles il suffit de changer les règles en fait. On peut partir avec une base de règles et ensuite les adapter au pays, c'est très simple en réalité. Oui. Oui, je voulais savoir comment vous allez communiquer auprès de tous les professionnels de santé. Alors, pour le moment, les professionnels de santé l'apprennent, je dirais, parfois par hasard, sur Internet ou des cours de formation, parce que la Société de médecine des voyages commence à en parler assez souvent aussi. Sinon, il y aura une promotion lors de la Semaine européenne de la vaccination, puisque là, on est financé par l'ARS Aquitaine, et là, il y aura des opérations de communication, et on va mettre en avant, au moins en Aquitaine, le carnet de vaccination électronique. Mais bon, il y aura un relais par les médias. Et puis, effectivement, on a contacté plusieurs journalistes qui vont relayer l'information. Les réseaux sociaux, comme je disais, et donc les médecins l'apprendront aussi, si ça fait du buzz, comme on dit, le grand public, mais aussi les professionnels de santé qui sont souvent informés par les mêmes voies, en réalité, l'apprendront. C'est-à-dire quand ils feront une recherche sur Google, ils auront plus de chances d'apprendre l'information. Après, il est prévu, mais là c'est juste le manque de temps, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais ce qu'on a fait avec l'URML Aquitaine, on pourrait le faire avec d'autres URML. Alors j'ai déjà, on m'a dit que notre URML d'ailleurs, qu'il avait appris, qui allait me faire une demande, on peut par le bouche à oreille, mais on pourrait faire une démarche active vers tous les représentants de syndicats de médecins. Même chose avec les pharmaciens, je ne l'ai pas encore fait, on a vu le Conseil national de l'ordre.
Bon, si c'est intégré au DP, ce ne sera pas la peine parce que le président du conseil de l'ordre des pharmaciens m'a dit que si c'était intégré au DP, 90% des pharmaciens allaient de facto l'utiliser. Ce sera encore la plus simple des promotions pour nous. Hein. J'avais juste une deuxième question sur l'utilisation des données personnelles. Oui. Que vous parliez des couvertures vaccinales, c'est-à-dire que quand on va donner son accord pour utiliser nos données, en fait, vous, après, vous pouvez récolter au niveau, vous, en tant qu'administrateur du réseau, vous pouvez récolter toutes les informations nationales quand vous voulez, en disant, nous, on sait qu'en France, c'est ça, il y a une couverture vaccinale. Alors, donc, il y a une charte patient et une charte professionnelle, dans lesquelles on explique tout ça. Et on s'est engagé à communiquer ces données uniquement aux autorités sanitaires, c'est-à-dire ARS, INVS. Alors, je l'ai présenté aussi à l'NVS. Et Daniel Lévy-Bruhl veut le faire tester par les médecins du réseau Sentinelle. Voilà, donc INVS, INSERM, DGS également, bien sûr. Oui, c'est plus une remarque qu'une question. Vous savez qu'en France, la médecine du travail dépend non pas du ministère de la Santé, mais du ministère du Travail. Donc, avez-vous pensé à présenter votre projet au ministère du Travail? Non, j'ai pas pensé. C'est une bonne réflexion. Ouais, j'en prends note. Oui, c'est vrai. Alors on a beaucoup parlé des médecins du travail au sein de la RS Aquitaine. Vous pouvez demander à voir M. Combrexel. D'accord, je reprendrai je noterai le nom. Oui. Moi, je voulais savoir comment apparaissait principalement pour le patient, quelque chose qui serait décidé par le médecin et qui ne suivrait pas apparemment les recommandations officielles. Je prends par exemple un exemple en médecine de voyage. Vous avez quelqu'un qui va dans un pays où la fièvre jaune n'existe pas, mais qui vous dit que 10 jours après, il va dans un pays où elle existe. Est-ce que vous avez des grands flashs qui apparaissent en disant erreur, erreur, ou comment est-ce que c'est signalé? Oui, alors si des grands flashs, non, mais pour le moment, on se contente de le mettre en rouge et en disant qu'effectivement, un message court qu'on peut adapter, hein, mais qui va le signaler. Donc on le signale au patient. On signale que là, il faudrait être vacciné. Quand il y a des erreurs, en fait, c'est aussi un outil de diagnostic d'erreur, hein, parce qu'en fait, quand on regarde, j'ai saisi pas mal de carnets qu'on a dans notre centre, et en fait, il y a énormément, enfin, je pense que la plupart des schémas sont mal faits, quoi, finalement. Hein. Énormément d'erreurs. Bon. Alors, quand c'est des survaccinations, on ne le signale pas. Bon, la personne est à jour, et puis on ne va pas dire, de toute façon, on ne va pas revenir. Ça ne sert à rien, je dirais. Sauf si ça peut servir pour l'avenir, en disant que, par exemple, s'il y a des injections itératives de pneumocoque, comme je disais, on va signaler qu'il ne faut surtout pas le faire avant un délai de X années. Bon, par exemple, on va le dire. Ça... Et puis, il faut faire très attention à ce qu'on dit aux patients, à ce qu'on dit aux médecins. Il ne faut pas non plus mettre le médecin en porte-à-faux. Donc, il y a des choses qu'on dit aux patients. Et s'il y a une information un peu délicate, on lui dit d'aller voir son médecin. Et au médecin, lui, on lui dit exactement quel est le problème. Par contre, on ne cache absolument rien au médecin, bien sûr. Au cas où, par exemple, un jeune a contracté dans l'enfance l'hépatite B, comment ça apparaît sur le... Enfin, ça ne peut pas être ni vert ni rouge, enfin, où il y a marqué vaccination non indiquée ou... Oui, alors mais ça, voilà, on peut très bien si on le recueille dans les antécédents, ça veut dire qu'il faut recueillir l'information à ce moment-là. Il faut, pour l'hépatite B, alors toutes les recommandations, le système expert n'est pas finalisé encore, hein, on se réunit on a des groupes d'experts, des séminaires d'experts, et on a à peu près terminé DTP, coqueluche, pneumocoque. Bon, alors pour l'hépatite B, il faudra prendre en compte, notamment pour les professionnels, on va entièrement prendre en compte toutes ces histoires de sérologie, c'est-à-dire 3 doses avant 13 ans, on considérera que c'est définitivement protection définitive acquise. Après l'âge de 13 ans, eh bien, il faudra avoir le taux d'anticorps. Et donc les antécédents de maladie pourront faire partie de cet algorithme. Bon, ouais. La procédure classique veut que... Plus fort pour vos camarades. La procédure classique veut que carnet de vaccination format papier. Ouais. Veut que le médecin vous administre le vaccin et après il va sur le carnet de vaccination pour signer, pour valider que votre vaccin a été fait ce jour pour votre carnet électronique. Comment ça va se faire? Est-ce qu'il y aura une signature électronique ou seulement un accès Non, on a la validation qui vaut signature, quoi, finalement. Hein. On sait quel est le professionnel qui a validé la vaccination qui a été pré-saisie ou qui a réalisé, puisqu'on fait la différence, bien sûr, entre
validé sur preuve documentaire et réalisé par. Mais dans tous les cas, on sait exactement qui a fait l'opération. Et bon, d'après, on m'a posé quelquefois la question, apparemment, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Hein. C'est-à-dire que le carnet a bien une valeur. Voilà. Alors, évidemment, la différence, c'est que c'est beaucoup plus lisible dans tous les cas que le carnet papier. Hein. Bien, merci voilà. Jean-Louis. Bon, on peut couper l'enregistrement maintenant, s'il vous plaît, parce qu'on va parler des mémoires.